Ah, ce matin, c'était pas mon jour, hein. Voilà, bonjour. J'ai pas démarré l'enregistrement avant, donc on commence là. Désolé. Voilà. Alors, comment est-ce que vous appliquez le principe de Pascal ici? Bah, le principe de Pascal vous dit qu'à la même profondeur, vous avez la même pression. Ok. Ça veut dire que si je me mets maintenant à une profondeur qui est donnée par le niveau du liquide dans le réservoir principal, si je me mets à cette profondeur-là, ça veut dire que la pression ici, à la limite du liquide, je peux aller jusqu'à la limite du liquide, pas plus haut, parce qu'il faut que je reste dans le liquide, la pression là est égale à la pression là, est égale à la pression là, est égale à la pression là, est égale à la pression là. Ok? Donc, on va dire que la pression dans le récipient est égale à la pression dans les tubes. Ça vous va? La pression à la surface du récipient est égale à la pression dans les tubes. Ok? On part de ça, principe de Pascal. Et puis après, on va noter. Ok? La pression dans le récipient, c'est ce qu'on aimerait calculer. Ok? Donc on va l'appeler delta P. Et puis la pression dans les tubes, ben, c'est quoi la pression qui est là? Quelle pression on a ici? Sans tenir compte de la pression atmosphérique, qu'est-ce qu'on a là, à ce niveau-là? On a la pression partielle du liquide qui se trouve dessus. D'accord? Ici agit la force de pesanteur de cette colonne de liquide sur une certaine surface. Okay? Donc ça, la pression à droite, c'est la pression partielle d'une colonne d'eau de 10 cm. Donc vous prenez ρO fois G fois la hauteur. Okay? Et puis le ρO, c'est 1000 kg par mètre cube environ. Le G, on va l'approximer à 10. Et la hauteur, c'est 10 cm. Donc je vais prendre quoi comme valeur? Je vais noter quoi? Faut que je le note en mètres. Donc ce sera 0,1. Alors 1000 fois 10 fois 0,1, ça vous donne 1000 pascal. Okay? Si la pression dans ces tubes est montée de 10 cm, ça veut dire que ici, on a exercé une pression de même valeur que la pression partielle du liquide. Donc on a exercé là, avec la poire qui était dessus, une pression de 1000 pascal. D'accord? Vous comprenez? Ok. Alors maintenant, gros sujet, le tube en U. Le tube en U, c'est donc un dispositif. C'est le dispositif de choix pour étudier l'équilibre des forces dans un liquide statique. Hein? C'est l'équivalent de une balance avec deux plateaux, puis vous mettez sur chaque plateau des masses différentes, et puis vous voyez que la balance, elle part plus d'un côté ou plus de l'autre. Okay? Mais là, on a des liquides, il faut donc les mettre dans des récipients. Et puis, le tube en U, ben, c'est le cas typique de deux récipients verticaux reliés par le bas. Alors, évidemment, vous pouvez aussi faire des tubes en U si ça vous fait plaisir. Vous pouvez aussi les faire comme ça, vos tubes en U. Ça revient exactement au même, tant qu'il y a une communication entre les deux tubes à la base. Okay? Mais ça, c'est pas pratique à fabriquer industriellement. Donc ce qu'on fabrique, c'est ça. On fait des tubes et puis on les plie, en gros. Voilà. Donc on se retrouve avec ces tubes en U. Et puis on imagine que ce tube en U, il est rempli, comme je vous le disais tout à l'heure, de deux liquides. Un liquide en gris clair qui est de l'eau, un autre liquide en gris plus foncé qui est de l'huile. Donc ρ1, c'est par exemple la masse volumique de l'eau, ρ2, c'est par exemple la masse volumique de l'huile. Ok? Et puis maintenant, on va appliquer le principe de Pascal. Le principe de Pascal nous dit que dans le même liquide, à la même profondeur, on a la même pression. Alors faites très attention
à la première partie de la phrase dans le même liquide. Okay, donc le principe de Pascal, il vous dit que la pression là est égale à la pression là, même liquide, même profondeur. La pression là est égale à la pression là, même liquide, même profondeur. Et puis le plus haut que vous pouvez aller, c'est ici et là. Okay, vous pouvez dire que la pression au point 1 est égale à la pression au point 2, ce que je vais noter comme ça, P1 égale P2, au nom du principe de Pascal. Mais vous ne pouvez surtout pas, et ça j'aimerais que vous le reteniez très très bien, vous ne pouvez surtout pas dire que la pression là est égale à la pression là, par exemple. Parce que la condition d'être dans le même liquide, elle est plus remplie. Vous êtes dans deux liquides différents, et donc la pression là n'est pas égale à la pression là. Ok? Donc on se situe en général à une profondeur où on a l'interface entre les deux liquides. C'est là qu'on peut aller le plus haut dans le liquide qui est dans la partie coudée. Okay, donc on va se situer à l'interface entre les deux liquides et à cette hauteur-là, on va dire que les deux pressions 1 et 2 sont les mêmes. D'accord? Vous avez bien compris ça? Ok. Donc maintenant, on part de P1 égale P2 et puis on les écrit. P1, c'est quoi? Bah, la pression ici, c'est la pression qui agit à la surface. Ok? C'est ce qu'on a noté là, pression surface 1. Et puis, plus la pression partielle de cette petite colonne de liquide ici qui est l'eau. Ok? La pression partielle de ça, c'est ρ1 fois G fois la hauteur 1, H1. Ok. Là, on a écrit la pression P1. Maintenant, écrivons la pression P2. Alors, P2, bah, il y a aussi une pression à la surface qui agit à la surface du liquide. Donc, on la note là, P surface 2. Et puis, on a la pression partielle de cette colonne de liquide ici. ρ2, G, H2. Ok. Maintenant, les pressions à la surface, c'est quoi la pression à la surface? Elle est de quelle nature, la pression à la surface? C'est quoi la pression à la surface? Vous la connaissez? C'est la pression atmosphérique. Alors, vous savez que la pression atmosphérique dépend de l'altitude, mais dans un tube en U, on va avoir 1, 2, 3 cm de différence d'altitude. Okay, donc la différence de pression atmosphérique entre cet endroit-là et cet endroit-là, elle est négligeable. Et on fait l'hypothèse que ces pressions à la surface 1 et à la surface 2 sont les deux égales à la pression atmosphérique. Donc ces deux pressions-là, on les élimine. Okay, et il nous reste ρ1 GH1 égale ρ2 GH2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ρ1 GH1 égale ρ2 GH2? Hein? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette égalité? Ben, ça vous inspire le fait que vous pouvez éliminer le G, puisque vous avez G des deux côtés. Okay, vous pouvez éliminer le G, et donc il vous reste cette condition-là, qui est que ρ1H1 est égal à ρ2H2. Okay, le fait que vous avez pu éliminer le G, ça veut dire que cette expérience, elle se déroulera exactement de la même manière sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter et puis sur Europe. Okay, c'est indépendant de G, c'est une question d'équilibre. Je vous disais tout à l'heure que ça, c'est semblable aux balances. Si on revient à la statique des solides hein, qu'on avait étudié avant, vous vous souvenez que si je prends une balance à ressort, une balance à piezo comme ça, puis que je monte dessus, sur la Lune et sur la Terre, la balance va afficher des valeurs différentes. Mais si je prends une balance à plateau, hein, une de ces balances qui compare les forces de pesanteur sur deux plateaux avec un axe de rotation là au milieu, vous voyez de quel genre de balance je parle, ça se trouve sur les marchés, ces balances-là. Eh bien, une balance comme ça, elle fonctionne tout aussi bien sur la Terre que sur la Lune. Parce qu'on a des deux côtés la même force de pesanteur qui agit avec la même valeur de G. Donc, avec ça, vous pouvez peser vos légumes sur la Lune. Il faudra juste des poids différents de ceux qu'on a sur Terre.
Okay, et ça, c'est l'équivalent. Ça, c'est l'équilibre entre deux fluides qui est un peu semblable à l'équilibre sur une balance. Ok, ρ1 H1 égale ρ2 H2. Ok, donc si H1 est plus élevé que si H2 est plus élevé que H1, eh bien ρ2 doit être plus faible que ρ1 pour que l'égalité soit vérifiée. Ok. Alors maintenant, eh bien, je vais vous demander de faire l'exercice 3.3. Avant de vous lancer dans l'exercice, j'aimerais qu'on fasse 2-3 petits calculs préparatoires. Si je trouve un bout de papier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un tube en U de 1 cm² de section. Ça veut donc dire que l'ouverture du tube, elle fait 1 cm², et ce tube, il a une forme de U comme ça. Ok? Et puis, on vous dit qu'il est rempli avec 24 cm³ d'eau et 12 cm³ d'huile. Alors, est-ce que ça vous permet de savoir quelle sera la longueur de tube occupée par l'eau et par l'huile? Comment vous faites ça? Vous savez que le volume, c'est égal à la surface de la base fois la hauteur. Okay, donc la hauteur, c'est le volume sur la surface de la base. Si vous avez un volume de 24 cm³ et que la base fait 1 cm, ça vous fait 24 sur 1, ce qui fait environ 24, et vous avez des centimètres-cubes, pardon, ça c'est des centimètres carrés, ok? Là c'est des centimètres cubes, la surface c'est 1 cm carré, centimètre cube sur centimètre carré, ça vous fait 24 cm. Ok, c'est juste une remarque bête pour vous dire, ok, si le niveau d'eau commence là par exemple, eh bien la longueur de l'eau dans le tube, ce sera 24 cm, sachant que ici, on va dire que la courbure ne change rien, parce que le liquide que vous perdez dans cette partie-là, vous le gagnez dans cette partie-là. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça revient à la même chose qu'un tube rectiligne. Et puis 12 cm³ d'huile, eh bien, dans un tube de section 1 cm², ça vous fait donc 12 cm de haut. Ok? Alors maintenant que vous savez ça, eh bien, travaillez avec le principe de Pascal et essayez de déterminer cette différence de hauteur. Ok? Alors vous devez, qu'est-ce que vous faites? Vous devez définir un niveau de référence qui est où vous êtes dans le même liquide à droite et à gauche, donc ce sera le niveau de l'interface. Et puis là, vous allez appliquer votre principe de Pascal. Et puis, vous allez pouvoir déterminer la différence d'altitude. Je vous laisse réfléchir un peu. OK? Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. D'accord? C'est bon? Vous êtes toujours là? OK. Il y en a peut-être 2, 3 en plus qui peuvent ouvrir leur micro, mais ça, c'est très délicat apparemment. OK, alors moi je vais me faire un café et je vous laisse faire ça 5 minutes, j'arrive.
passe bien. Vous me dites quand vous voulez la connexion. Okay. Vous y êtes? OK. Alors, donc ce schéma, bon, je vous l'avais fait tout à l'heure, mais je vais le refaire là-dessus. Hein. Donc manifestement, vous avez l'eau sur une longueur de 24 cm, et puis après, vous avez l'huile sur 12 cm. OK. Donc vous connaissez la hauteur de l'huile qu'on appelle H2. Et puis votre H1, vous allez le définir où? Eh bien, le H1, vous le définissez sur la base du principe de Pascal, c'est-à-dire que vous allez prendre comme niveau de référence le niveau de l'interface entre les deux liquides, ici. Okay, c'est le niveau le plus élevé auquel vous pouvez appliquer le principe de Pascal. Et donc, vous dites que la pression 2 ici est égale à la pression 1. Okay. On a vu que la pression atmosphérique qui s'exerce sur les deux tubes, eh bien, on considère que c'est la même, et effectivement, la différence n'est même pas mesurable, je pense. Enfin, oui, peut-être, mais c'est pas le but. Ça, la différence entre les pressions atmosphériques là est beaucoup plus faible que la différence de pression liée aux deux liquides. Et donc, la hauteur H1, vous la définissez ici par rapport au niveau de référence où vous appliquez le principe de Pascal. Okay. Donc si maintenant vous dites P1 égale P2, P1 égale P2, ça veut dire que P1 c'est ρ1 GH1 et ça c'est égal à ρ2 GH2. Hein. La pression partielle de cette colonne d'eau est égale à la pression partielle de cette colonne d'huile. Okay. Maintenant, comme tout à l'heure, le G s'élimine, alors vous auriez aussi pu partir de cette formule-là, ça revient au même. Okay. Et maintenant, si vous cherchez H1 connaissant H2, eh bien, vous devez diviser cette formule par H1, par ρ1 des deux côtés. Donc, ça vous dit que H1 est égal à ρ2 sur ρ1 fois H2. D'accord? Et donc H1, ce sera ρ2, qui est la masse volumique de l'huile. On vous la donne ici, 840. L'huile, c'est moins dense que l'eau, c'est pour ça que l'huile flotte à la surface de l'eau. Et puis pour l'eau, on vous donne la valeur de 998. Et puis la hauteur d'eau, c'est 12. Puis je peux rester en centimètres, parce que si je reste en centimètres, je vais avoir un résultat en centimètres, ça va être bon. Ok. Et 840 sur 998, combien ça nous donne? 840 divisé par 998, ça nous donne 0,841 et des brouettes, fois 12, ça nous donne 10,1. Ensuite, il y a 0,0200, donc c'est assez précis. Ça nous donne 10,1 cm. D'accord? Quand H2 vaut 12 cm, H1 vaut 10,1 cm. Donc maintenant, vous déterminez la différence de hauteur. H2 moins H1, eh bien c'est 12 moins 10,1, ce qui fait 1,9 cm.
de différence de hauteur des liquides dans le tube en U. Ok? Et puis après, dans les collèges, vous avez des préparateurs vicieux ou des profs vicieux qui vous font des choses amusantes, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent deux liquides de masse volumique différentes, non miscibles si possible, par exemple de l'alcool incolore et de l'eau, okay, et ils mettent ces deux liquides un au-dessus de l'autre. Alors, si c'est des liquides qui sont miscibles comme l'alcool et l'eau, il faut verser le deuxième liquide tranquillement pour pas qu'il se mélange. Et vous arrivez comme ça à faire un tube qui est rempli d'un liquide qui a partout le même aspect. En fait, c'est deux liquides. Il a partout le même aspect, mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Et c'est assez amusant à regarder. Et quand on regarde le tube, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on ne voit pas la différence entre les deux. Okay? Mais si vous avez une différence de niveau dans un tube en U, nécessairement vous avez deux liquides. Ce n'est pas possible d'avoir une différence de niveau avec un seul liquide. D'accord? Vous avez compris tout ça? Ok, magnifique. Alors, on va passer maintenant au baromètre. Le baromètre historique, qui est le baromètre de Torricelli. Okay, Torricelli, il a fait toutes sortes de choses en physique. Quand vous serez en deuxième année, dans le cours de mécanique, on vous parlera pas mal de Torricelli aussi, parce qu'il a développé une des équations qu'on utilise. Torricelli, c'était un de ces gars qui vivait au XVIe, XVIIe siècle, à une époque où les scientifiques s'occupaient de toutes les sciences, parce qu'il n'y avait pas tant de sciences que ça qui étaient connues. Donc un être humain arrivait à maîtriser toutes les sciences. De nos jours, c'est plus possible. Le baromètre de Torricelli, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer sur un browser. Si je tape baromètre de Torricelli ou baromètre à mercure, ça revient au même. Vous voyez l'écran là? Vous voyez mon... Ok. Donc, baromètre à mercure. Baromètre à mercure, ça, c'est peut-être là. Ok, alors on va prendre une image qui est complète. Il y en avait une, voilà, c'est celle-là. Ok, là vous avez une image du baromètre complet. Le système complet fait environ, le tuyau là en vert, il fait environ 80 cm de haut. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et puis qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez un tube en U, mais ce tube en U, il est fermé là-haut. Ça c'est extrêmement important. Le tube en U, c'est pas un tube en U ouvert, parce que si c'était un tube en U ouvert des deux côtés, le niveau de mercure, il serait comment? Il serait le même dans les deux tuyaux, d'après ce qu'on vient voir, hein, dans les deux bouts qui remontent. Or là, vous avez un tuyau qui est fermé en haut et qui est ouvert en bas. Vous voyez ici en bas le niveau du mercure. Vous voyez que le tube en U, il finit dans une espèce d'ampoule. Okay, donc le diamètre du tube augmente. Et ici, cette ampoule, il y a un petit bouchon dessus pour pas que le mercure sorte, mais le bouchon, il n'est pas hermétique. Cette partie-là est en contact avec la pression atmosphérique. Okay, alors maintenant, je vais essayer de vous montrer des détails de ça. Il y avait quelque part une image détaillée, voilà, c'est celle-là, d'un baromètre du même style. Vous voyez qu'en bas, vous avez de nouveau cette ampoule avec un petit bouchon dessus non hermétique. Et là, vous avez le niveau de votre mercure. Ok? Et puis, ça c'est le bas du tube. Maintenant, sur le haut du tube, vous avez un système de mesure qui est étalonné avec des valeurs de pression ici. Ce serait en quelle unité ça? Hein? Regardez ça. 1000, j'arrive pas à lire, 1030, 1020, 1010, 1000, c'est quelle unité ça? On en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est des hectopascales. Okay, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer, c'est 101 300.
Là, on a 1010, donc il faut multiplier par 100 pour obtenir la pression atmosphérique moyenne. Donc ce sont des hectopascales ici. Je ne sais même pas si c'est marqué quelque part, je ne vois pas. Ok. Et puis ici, vous avez une autre unité. Vous avez une idée de ce que c'est que cette unité? On en a parlé aussi. 740 bars, à mon avis, on est mort. Ça ne peut pas être des bars. Vous avez des valeurs comme 740, 750, 760. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, faisons le calcul, ok? Ici, on a 101 000 on a 1010 hectopascales, c'est l'équivalent de 740 machin, ok? Alors, essayons de voir quelle est la valeur de ce machin, ok? Écrivons, je reviens maintenant à ma feuille. Je reviens à ma feuille. On a vu que 1010 hectopascales, c'est équivalent à 740 X. Ok? L'unité, c'est X. Alors, ce X, il vaut quoi? Bah, le X, il vaut 1010 sur 740. Donc ça, c'est des hectopascales divisés par des X. Ok. Combien ça fait 1010 sur 740? Où est ma calculatrice? Où est mon téléphone? Ah, voilà. 1010 sur 740. 1010 divisé par 740. Ça nous fait 130. Ça nous fait 1,36 hectopascal. Ok. Autrement dit, 136 pascal. Alors, on avait vu une unité qui avait à peu près cette valeur-là. C'était pas tout à fait ça. Vous vous souvenez de ce que c'était? Voilà, c'est le millimètre de mercure. Ok. Cette unité X, c'est le millimètre de mercure qu'on avait noté comme ça, millimètre, et puis Hg, c'est le symbole chimique du mercure dans le tableau de Mendeleïev. Okay. Donc, évidemment, le millimètre de mercure, c'est une unité qui a été adoptée, qui a été développée pour le baromètre, spécifiquement. Parce qu'un baromètre, il va comparer la pression atmosphérique d'un côté, par cette interface-là, avec la pression partielle d'une colonne de mercure de l'autre côté. Okay. Le principe de Pascal, il nous dit la pression ici est égale à la pression ici. Vous voyez ma souris là, vous voyez où je suis? Okay. Le principe de Pascal nous dit la pression là est égale à la pression là. La pression là, c'est la pression atmosphérique. Et puis la pression ici, c'est la pression de la colonne de mercure. Donc la hauteur de la colonne de mercure va changer en fonction de la pression atmosphérique. Si la pression atmosphérique est plus élevée, cette surface-là est repoussée vers le bas, et donc la colonne de mercure va augmenter en altitude, en hauteur. Puis si la pression diminue, la colonne de mercure diminue. Et donc là, vous avez les résultats en hectopascal, mais aussi en millimètres de mercure. D'accord? Voilà. Alors, vous avez différents types de baromètres, mais le baromètre à mercure, c'est celui-là. Ça, c'est un type de baromètre qui a été retiré des écoles, en tout cas. Les écoles qui en avaient, elles en ont plus, et c'est dommage, parce que c'est un joli instrument. Mais ça, c'est en raison de la toxicité du mercure. Et si vous en avez un chez vous de ces baromètres, faites attention, en particulier si vous cassez un baromètre ou un thermomètre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez sûrement constaté que le mercure, il forme des petites boules qui vont partout dans tous les sens. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Voilà. Alors, ça t'est déjà arrivé de casser un thermomètre? C'est qui parlait avec moi là? Laisse ton micro ouvert, s'il te plaît. Ça t'est déjà arrivé de casser un thermomètre? Ouais.
Et tu te souviens, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après, tes parents? Ils l'ont ramassé comment, le mercure? Ouais. Alors, je vous le dis, si ça vous arrive un jour, si vous cassez un instrument qui contient du mercure, vous allez voir que le mercure, il a une tension de surface très très forte. Donc le mercure, il forme des petites boules, et ces petites boules, elles roulent, elles vont dans tous les sens, et vous en avez partout par terre. Il faut surtout pas prendre l'aspirateur. Ok? Ça, c'est le premier réflexe qu'on a. Il y a des petites boules partout, on chope l'aspirateur, on ramasse. Il faut surtout pas faire ça. Parce que si vous aspirez du mercure avec un aspirateur, ça va vaporiser une partie du mercure qui va ressortir avec l'air qui ressort de l'aspirateur. Okay? Et là, vous risquez vraiment de vous empoisonner. Okay? Le mercure, il est dangereux. Il est beaucoup plus dangereux sous forme gazeuse parce qu'on l'ingère que sous forme liquide. Okay? Si vous touchez du mercure, c'est pas grave. Il faut pas l'ingérer. Et ce qui est très dangereux aussi, c'est quand le mercure rentre dans la chaîne alimentaire. Par exemple, vous avez des cours d'eau qui sont pollués, les poissons contiennent du mercure et on mange les poissons. Eh bien, ça, c'est quelque chose de dangereux qui conduit à en cas d'intoxication, à des troubles neurologiques graves. Okay, donc le mercure, on rigole pas avec. Avant, on en avait dans les écoles, on le montrait, c'était rigolo. On passait la bouteille de mercure à l'élève, puis l'élève, tout à coup, il prenait la bouteille pensant que c'était comme de l'eau, puis ça pèse 13 fois plus lourd. Donc, boum, la bouteille tombait sur la table. C'était très rigolo, mais il y a eu des problèmes le mercure étant toxique, ça a été retiré des écoles. Voilà, donc ça, c'est le baromètre à mercure. Okay? Maintenant, quel est le principe du baromètre à mercure? Si vous regardez au niveau du principe, ce qu'on vient de voir, c'est la même chose que ça. Okay? Vous avez une cuve, un récipient de mercure en bas. Donc ça, c'est l'équivalent. Là, vous avez une image agrandie de ce petit réservoir de mercure. Donc le réservoir, il est équivalent à cette coupelle-là. Le tube qui remonte, il est équivalent à ce tube-là. Et comment vous faites pour construire un baromètre? Eh bien, vous prenez un tube, vous le plongez entièrement dans le mercure et ensuite vous le retournez. Ce qui fait que là-haut, vous avez quoi? Si vous remplissez entièrement un tube, vous le retournez et vous le plongez dans le mercure. Vous aurez quoi là-haut? Du vide, exactement. Ok? Donc le baromètre à mercure, c'est un tube en U, mais c'est un tube en U très particulier parce que un des côtés du U est fermé. Okay? Et comme il est fermé, il ne ressent pas la pression atmosphérique. Donc dans ce tube-là où il y a le mercure, la seule pression qui compte, c'est la pression partielle du mercure. Okay? Vous avez ici une autre illustration où on vous explique comment faire un baromètre. Vous prenez votre tube, vous le remplissez entièrement, vous le bouchez avec un doigt ou avec ce que vous voulez, vous retournez votre tube dans le mercure. Évidemment, votre tube doit faire plus que 76 cm de long, sinon ça ne marchera pas. Okay, vous retournez votre tube et après, vous l'ouvrez et il s'établit un équilibre entre la pression atmosphérique qui agit à la surface du liquide et la pression partielle du mercure qui est causée par cette colonne avec du vide au-dessus. D'accord? Alors après, ouais, ça c'est les premières versions des baromètres à mercure. Ils ont dû se mettre du mercure de partout, ces gens-là. Je ne sais pas comment ils sont morts en bonne santé. Enfin, on meurt généralement pas en bonne santé. Ok. Alors, revenons maintenant à notre cours et regardons un peu la théorie du baromètre à mercure, qui n'est pas compliquée. Okay. C'est une théorie de tube en U, mais un peu spéciale, avec le tube en U fermé. Okay. Donc, vous avez votre tube en U ouvert ici, fermé ici. Ça veut dire que ce que vous avez là, c'est du vide. C'est vraiment important. Si vous aviez de l'air ici, ça ne marcherait pas,
parce que s'il y avait de l'air, il y aurait une pression, et donc ça modifierait la hauteur de la colonne de liquide, ça ne marcherait pas. Okay, et donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème du baromètre à mercure et pour essayer de voir comment la hauteur de liquide détermine la pression atmosphérique? Eh bien, on va appliquer le principe de Pascal à ces deux endroits-là. Ok? Ça, c'est l'endroit le plus élevé où je peux dire que j'ai la même pression des deux côtés. Je ne peux pas le dire plus haut parce qu'à droite, je n'ai pas de mercure plus haut. Okay, mais ça, c'est l'endroit le plus haut où je peux invoquer le principe de Pascal et dire qu'on a la même pression. Très bien. Alors maintenant, ces pressions, on va les écrire. Okay, à gauche, si je dis que P1 est égal à P2, P1, c'est quoi? Alors là, on l'a écrit en toute généralité. Okay, on a écrit l'équation pour le tube en U général. Okay, mais qu'est-ce qu'on remplace dans cette équation? H1 est égal à H. Ici, on a appelé H la hauteur de la colonne de mercure. Okay, donc ça, là, ça devient H. Et H2 égale 0. Effectivement, ici, on n'a pas de mercure au-dessus du niveau 2. Okay, donc H2, ça vaut 0. Okay, et puis ensuite, la pression à la surface du liquide 2, ça, c'est égal à la pression atmosphérique. Et à la pression à la surface du liquide 1, c'est combien? La pression à la surface 1, c'est-à-dire là, okay, là, la pression, elle vaut 0. Il n'y a pas de pression atmosphérique, il y a du vide. Alors maintenant, si vous reprenez toute cette équation-là et que vous modifiez tout ce qu'on a modifié, vous avez ρ GH plus 0, ça c'est 0, égale pression atmosphérique. Okay, donc la pression atmosphérique, vous pouvez maintenant la calculer comme une fonction de la hauteur de la colonne de mercure, parce que ρ, c'est le ρ du mercure, c'est connu, G, c'est le G de la gravitation, c'est connu, et donc la seule variable là-dedans, c'est H. Okay, et donc la hauteur de la colonne de mercure, en inversant cette formule, elle vous est donnée par la pression atmosphérique divisée par le ρ du mercure fois la hauteur. Fois G. Ok? Fois G. On peut calculer quelle est la hauteur du mercure dans un baromètre à la pression au niveau de la mer. Ok? Faites le calcul. La pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est 101 300. Ok? Vous divisez ça par la masse volumique du mercure. Vous la connaissez, la masse volumique du mercure? 13 600. Okay, le mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. C'est donc 13,6 fois plus que l'eau. Okay, c'est extrêmement lourd, le mercure. Fois G qui vaut 9,81. Alors, faisons le calcul de la hauteur moyenne d'une colonne de mercure. Vous pensez qu'on va obtenir combien? Vous êtes toujours là? Voilà. Ça nous donne 0,759 mètres. Ok? Alors, en général, on approxime ça à 0,76 mètres, c'est-à-dire 76 cm. La hauteur de la colonne de mercure qu'il faut pour fabriquer, pour faire fonctionner un baromètre à mercure, c'est 76 cm. Donc ça va bien, ça se pose bien sur un mur. Ok? Ça se pose très bien sur un mur et on peut facilement lire l'instrument. Je vous laisse. Vous avez des questions encore sur le baromètre? Sinon on passe à l'exercice. Okay. Je vous laisse maintenant
faire le même calcul, ou si vous voulez, je vous le donne en exercice pour la semaine prochaine. C'est comme vous voulez. Cet exercice-là, il vous pose la question, ok, et si vous faites un baromètre avec de l'eau, est-ce que c'est possible? Et quelle est la hauteur de ce baromètre? Ok. Je vais vous laisser réfléchir à ça pour la prochaine fois. Avec les autres là, je me suis arrêté là. Donc je vais m'arrêter là avec vous aussi. Essayez de faire cet exercice. Évidemment, comme l'eau est 13,6 fois plus légère, enfin moins dense que le mercure, ben vous vous attendez à ce que la colonne elle soit plus haute ou moins haute. Allô, allô? Comme la masse volumique de l'eau est plus faible que celle du mercure, vous vous attendez à avoir une colonne plus haute. La question, c'est quelle sera la hauteur de cette colonne? Je vous le laisse calculer. OK? Et puis, le 300, vous pouvez le faire aussi, mais en fait, on vient de le faire là. OK? Donc ça, je vous donne en devoir pour... c'est quoi la prochaine fois? C'est le 13 et 7, c'est le 20 mai. Ce sera notre avant-dernier cours. Donc, je pense qu'on aura le temps de finir. On va finir ça. Et puis ensuite, on aura pratiquement 2 cours pour faire la force d'Archimède. Donc, ça va très bien. Je vais stimuler votre curiosité naturelle en vous expliquant maintenant que vous connaissez un peu la force d'Archimède, enfin les pressions. La force d'Archimède, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'un objet immergé dans l'eau ressent une force vers le haut? Parce que le haut de l'objet, il est soumis à une certaine pression qui est liée à la hauteur de liquide, et cette pression, elle exerce une force vers le bas. Mais le bas du liquide, le bas de l'objet, pardon, il est plus profond dans le liquide à cause de l'épaisseur de l'objet, de la hauteur de l'objet, et donc plus profond, il y a plus de pression. Et donc la force qui s'exerce vers le haut, elle est plus grande que la force qui s'exerce vers le bas. Il y a donc une résultante des forces qui est vers le haut et qui ne dépend pas de la profondeur, et ça c'est la force d'Archimède. Ok? Bon, je vous entends plus beaucoup. Alors, en devoir pour la semaine prochaine, vous pouvez faire ces 2 exercices. Et puis la semaine prochaine, donc, on fait les systèmes hydrauliques et puis la force d'Archimède. Ok? Ça marche? Ok. Eh bien, bonne journée, soyez sages. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.